Nous sommes en février 2026, c'est le dernier mercredi du mois. Bonjour. J'ai toujours pas de générique. Rentrons dans le vif du sujet puisque avant de commencer le mois de février, il a bien fallu que je finisse le mois de janvier. Parce que même si j'enregistre tous les derniers mercredis du mois, c'est très rarement le dernier jour du mois. Donc avec quoi j'ai fini janvier? Eh bien avec Guru, réalisé par Yann Gozlan. Et dans tous les autres postes, quasiment Pierre Ninet. Genre, c'est l'acteur principal, c'est limite s'il est pas scénariste. Euh, oui, non, le scénariste c'est Yann Gozlan, mais bon, c'est par impulsion de Pierre Ninet. Pierre Ninet à la prod. D'ailleurs, la société de production, c'est sa boîte qu'il a, j'imagine, créée pour ce film-là, parce que c'est la première fois que je vois le nom de cette boîte de prod quelque part. Enfin bref, Pierre Ninet se lance dans le narcissisme américain des acteurs américains du genre Dwayne Johnson. Mais du coup, est-ce que c'est réussi? Et bah, pour un film qui s'appelle Gourou, disons que c'est quand même extrêmement à propos. Après, c'est... Bon, le film n'est pas mauvais. On va pas... Voilà. Pierre Ninet est très bon dans ce qu'il fait. Yann Gozlan sait manier une caméra pour réussir à nous raconter visuellement des trucs qui sont pas dits par les personnages. Euh, Il y a, comment il s'appelle? Anthony, j'allais l'appeler Alexandre. Il y a Anthony Bajon qui est excellent, même si son rôle est très minime et aurait pu prendre plus de place. Euh, Marion Barbeau aussi, pareil, qui a un rôle très minime qui aurait pu prendre plus de place. Et bah, pour un film qui s'appelle Gourou et qui se concentre justement sur, comment il s'appelle, Mathieu Vasseur, qui est coach en motivation, internet web. Le seul défaut qu'il a pas, c'est d'être masculiniste. Mais voilà, mais c'est ce genre de coach à la con qui a explosé en Amérique et qui est arrivé en Europe petit à petit via Internet. Et là, maintenant, ils sont là, il faut faire avec. Faut faire avec. J'allais dire, ils sont dans nos campagnes, ils sont dans nos villes. Le film pourrait parler de ça de manière un peu plus frontale, un peu plus générale et un peu plus dure. Là, on a ce Mathieu Vasseur, enfin, on a Matt qui est mi un connard, mi sympa. C'est-à-dire que on voit que effectivement il est extrêmement gentil avec bah, ses collaborateurs, avec sa copine, qui a de moins en moins bouffé dans le film, que bah, il arrive à motiver des gens, que certains ça les motive un peu trop, pas dans la bonne direction. Euh, et il a pas l'air de comprendre lui-même s'il est sincère ou pas. C'est là où du coup ce film est, malgré voilà des qualités évidentes de d'orfèvrerie, c'est comme voilà, c'est comme un objet bien fabriqué. Par contre, t'es pas sûr de qu'il puisse être utilisé comme il est censé être utilisé. C'est-à-dire que Gourou devrait soit être bah, pro-Gourou, en fait, soit être nous montrer toute la dégueulasserie que ce milieu est. Et au final, il a un peu le cul entre deux chaises. Et encore, il y a une chaise où il s'appuie plus que l'autre. Le film suivant, c'est Rental Family, réalisé par Ikari, qui est un homme ou une femme d'ailleurs, je n'ai pas cette info. Bref, c'est l'histoire de Philippe Vanderploeg, Vanderploeg, un nom de famille qui pourrait faire croire qu'il est belge, mais non, il est américain, qui vit depuis 7 ans au Japon, qui est acteur, et qui galère un peu, beaucoup, à faire autre chose que une pub nulle qu'il a fait il y a 7 ans. Et il va donc tomber sur cette entreprise de Rental Family. Je vous avoue que j'ai oublié le nom de l'entreprise en soi, parce que ça date du début du mois. Donc il va tomber sur cette entreprise, en gros, qui voilà, vend
les talents de comédien de ses employés pour, avoir un rôle dans la vie de quelqu'un. Philippe pardon, Philippe lui va se retrouver à déjà jouer un faux journaliste, à jouer un ami, de quelqu'un qui est introverti. Je sais qu'ils ont un nom particulier au Japon, les gens qui vivent complètement reclus. Pas otaku, mais un truc plus spécifique que ça. Je le trouverai, je vous le mettrai là si je le retrouve. Et l'histoire parallèle la plus importante qu'il va vivre, c'est qu'il va devoir prétendre être le père d'une petite fille métisse, du coup, qui l'a abandonné. Et donc il va devoir prétendre être ce père qui revient pour, pour prendre contact avec sa fille. Point que j'ai oublié de vous dire, mais je crois que vous l'avez compris en voyant l'affiche, c'est Brendan Fraser qui joue cet homme, qui joue Philippe Van der Pepra. J'ai pas envie d'essayer de redire son nom de famille. Et bah si vous aviez oublié que Brendan Fraser peut porter à lui tout seul un film, ce film vous le montre. Quand vous arrivez à le regarder parce que vous n'êtes pas en train de pleurer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce film sans vraiment vous le divulgacher plus. C'est que, ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est touchant. Une scène sur deux, oui, je sais pas si c'est du brouillard japonais ou mes yeux qui étaient remplis de larmes. Mais voilà, c'est très beau. C'est un film que je vais m'empresser d'acheter en DVD. Parce que, voilà, je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai deux, trois. Et moi, le truc important d'avoir des DVD, c'est de pouvoir les prêter aux gens. Je vais acheter ce film pour pouvoir le prêter aux gens. Le film suivant, c'est Love on Trial de Koji Fukada. Love on Trial, donc, ça parle de une fille qui s'appelle Mai et qui fait partie d'un groupe d'idoles japonais. Et alors, la bande-annonce était un peu trompeuse parce qu'elle nous vendait le fait que elle tombait amoureuse de quelqu'un et que du coup tout allait tourner autour du procès. En fait, il y a quand même une grosse première partie de ce film qui parle surtout du monde des idoles en soi et surtout d'une de ses copines, co-chanteuses, collègues, qui elle dans une relation cachée. Ce qui, je trouve, du coup, rend le film plus intéressant parce qu'elle a quand même cet exemple de relation qui a des qualités, des défauts, surtout des défauts. Et elle, après, elle a la rencontre avec ce jeune homme avec qui il va se passer un truc et peut-être qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble, peut-être qu'il faudrait pas. Celui-là, je vais encore plus essayer de pas trop vous en parler parce que en réalité, je l'ai vu en avant-première. Et comme je l'ai vu en février, je préfère quand même vous en parler maintenant. Mais en France, il va sortir le 25 mars. Donc là, dans le mois qu'on s'apprête à vivre, on s'apprête à vivre le mois de mars. C'est cool. Pourquoi est-ce que le mois de mars serait plus cool qu'un autre? Qu'est-ce que je raconte? Love on Trial, déjà, moi je trouve ça très rare. Enfin, ou en tout cas, j'en connais pas. Qu'on ait des films sur le monde des idoles, parce que c'est quand même un monde dégueulasse, on va pas se le cacher. Et en plus, qu'on ait un film sur le monde des idoles qui arrive en France, voilà, j'étais extrêmement intrigué, d'où le fait que je suis allé le voir en avant-première. Maintenant que je l'ai vu, je suis très content d'avoir vu ça. Il essaye de nous montrer la différence entre bah, quand un groupe d'idoles est sur scène, c'est toujours très coloré, très speed, et la vie qu'elle mène, qui même si elle est très occupée, est pas forcément voilà, d'une rapidité incroyable et pas forcément voilà, d'une excitation constante. Film suivant. Aucun autre choix de Park Chan-wook. Ça y est, le nouveau Park Chan-wook est enfin arrivé en France. Ça doit faire depuis ouais, l'année dernière qu'on l'attend. Un truc très intéressant que je savais pas avant de le voir, c'est une adaptation techniquement d'un film français qui était déjà une adaptation. Bah, parce que bon, c'est un truc que beaucoup de gens ont dit une fois le film sorti.
Ce qu'il y a donc un roman qui s'appelle Le Couperet, qui est un roman américain et Costa Gravas avait fait un film qui s'appelle Le Couperet en 2005. Donc, est-ce que Park Chan-wook a lu le livre ou a aimé ou a aimé le film de Costa Gravas? Parce que il y a deux trois cinéastes. Il y a quand même deux trois cinéastes coréens qui sont des têtes, on va dire, au niveau cinéphilie. Donc, ils ont vu des films français, donc ils ont vu Costa Gravas, enfin des films de Costa Gravas. En tout cas, son adaptation, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est un retour au Park Chan-wook un peu plus calme, même si le sujet ne l'est pas. Mais c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens, quand ils pensent Park Chan-wook, ils pensent surtout à sa trilogie de la vengeance. Alors là, oui, il y a tout de même une histoire de violence, puisque l'histoire, c'est... alors, Lee Byung-hun, c'est l'acteur, son personnage, c'est Yo Man-so. Yo Man-so qui, en fait, est licencié. Et pour pouvoir être sûr que sa prochaine... L'histoire, donc, c'est Yo Man-so qui est licencié. Et bon, on le voit bah, en Corée, ça prend vraiment beaucoup de temps d'être engagé quelque part. Et pour que son prochain entretien d'embauche se passe bien, il se dit qu'il va éliminer la concurrence. Littéralement. Je suis allé voir avec ma grand-mère, avec qui j'ai dit tu vas voir, c'est vendu comme une comédie. Euh, les comédies très sombres, les Coréens, ils savent faire. Et effectivement, là, c'est une comédie vraiment très très sombre. Et donc, c'est. Voilà, c'est. Park Chan-wook a toujours sa maestrie incroyable. Mais c'est vraiment. Il y a une grande ellipse au début que je trouvais un peu bizarre. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, il essaye de maintenir, comment dire, enfin, le personnage principal, hein, essaie de maintenir son rythme de vie du quotidien. Ce qui fait que, bah, en fait, il va prendre son temps avant d'essayer d'éliminer la concurrence. D'un côté, ça lui donne un côté extrêmement réfléchi, et de l'autre, on arrive quand même à sentir que pour lui, il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Donc, aucun autre choix. Je ne vous donne aucun autre choix que d'aller le voir. Le rêve américain, réalisé par Anthony Marciano. Avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. C'est le deuxième film où ils sont en duo. Le premier, il me semble que c'était Pourquoi tu souris. Film qui m'avait absolument pas fait envie à l'époque parce que déjà la bande-annonce, je trouve, vendait pas super bien le truc. Et surtout, j'avais l'impression qu'en fait, on mettait deux gars bankable du moment pour en faire un duo, pour vraiment essayer de vendre sa comédie sociale à fond et qu'il fallait. Et là, j'ai eu la surprise de voir que bah ils refont un film ensemble. Alors, j'avais vu qu'ils avaient déjà été dans les mêmes films sans forcément être en duo, par exemple Amour Ouf, mais là, ils étaient vraiment remis ensemble, en duo, pour tenir le film ensemble. Donc, j'ai eu la curiosité d'y aller. Et bah, il s'avère que bah, c'est très intéressant. Parce que ça raconte l'histoire en fait de Jérémy et Bouna, qui sont deux hommes dans... Au début de l'histoire, il me semble qu'ils sont dans la trentaine. J'imagine, et qui, bon, bah, ont chacun leur boulot, mais rêvent surtout, en fait, d'être agent sportif pour les basketteurs français, pour les envoyer à la NBA. Est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver? Bah, de toute façon, soit vous avez soit vous avez l'histoire des vrais gars qui existent et vous le saurez, soit vous pouvez aller voir le film. Et je recommande d'aller voir le film. Parce que justement, si Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi ont été remis en duo, c'est que leur duo marche excellemment. Et que en plus, je trouve dans ce film, euh,
ils font beaucoup moins du Raphaël Quenard et du Jean-Pascal Zadi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Bon, Raphaël Quenard, je crois qu'on a tous, on connaît tous un peu la blague de dire qu'il a cette tendance, à être ultra verbeux. C'est que pour dire bonjour, il te dit: «J'espère que votre journée a été bonne, jusque-là», j'irai jusqu'à dire. Enfin voilà, ce genre de vanne, de très mauvaise imitation que j'arrêterai tout de suite. Et Jean-Pascal Zadi, bah, lui qui a quand même un peu plus fait des trucs à lui, il a fait des séries à lui, il a fait des films à lui, il a eu la quand même du coup l'occasion de développer, pareil, sa branche d'humour, son phrasé à lui pour avoir, son propre style. Là, les 2, heu, ils vont un peu plus piano là-dessus, ce qui fait qu'ils jouent beaucoup plus leur personnage. Donc on a l'occasion de voir, bah, 2 personnes qui ont reçu des Césars en plus, heu, vraiment montrer qu'ils savent jouer ensemble et que quand ils jouent ensemble, ça donne quelque chose de très bien. Iron Lung de Markiplier ou son vrai nom Mark Fishback. J'ai fait partie des chanceux qui ont pu aller voir Iron Lung au cinéma. Heu, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, Markiplier, en fait, c'est un youtubeur américain qui fait surtout enfin qui oui, sa carrière s'est surtout faite en jouant à des jeux vidéo d'horreur, dont Iron Lung. Et là, ça doit faire 5 ans que son projet il traîne. Enfin, entre le moment où il a décidé de le faire, le moment où il a essayé de le faire produire, que ça a pas marché, qu'il s'est dit: «Bon, bah, tant pis, je vais foutre le pognon moi-même». Le tournage qui, pareil, a pris un temps fou parce qu'à un moment, il a dû être hospitalisé à cause du faux sang. On va parler du faux sang. Le fait que justement, il a mis, je crois, 1 an à réussir à être distribué dans des cinémas parce qu'aucun distributeur en Amérique n'a voulu de lui. Et là, fort de son succès, quand il a sorti ce film, le 30 janvier en Amérique, il a eu le droit à des séances spéciales en France par, Pathé, il me semble, qui a pris en charge la distribution. Mais Iron Lung, qu'est-ce que ça raconte? Alors, le jeu vidéo en soi raconte, un futur lointain apocalyptique, mais vraiment c'est de l'apocalyptique spatial parce que c'est-à-dire que les humains, ils ont fait la conquête spatiale, il reste quelques stations un peu partout, mais toutes les étoiles sont en train de mourir. Donc l'humanité est en train d'assister à la fin de l'univers, de manière très, très impuissante. Pas assez impuissante pour pas envoyer des gens, dans des mers de sang pour essayer de récupérer des ressources. Le film, lui, bah, écoutez, raconte à peu près la même chose. C'est-à-dire que en fait, dans le jeu, on a 5 points, à aller voir, à prendre en photo et après il y a une fin, que je ne vous dirai pas. Le film, lui, a décidé que bon, bah, effectivement, ça commence pareil, hein, ça vous explique que, le cosmos est en train de crever. On a, Markiplier donc qui joue, un prisonnier, dont le prénom sera révélé plus tard, donc je vais pas vous le dire, mais un prisonnier, à qui on a promis, bah, la libération s'il faisait cette mission. Heu, donc on découvre que, bah, écoutez, le sous-marin est extrêmement beau, que Markiplier, bon là, même s'il joue vraiment que tout seul, ça va, il arrive à jouer. J'aimerais plus le voir jouer avec des gens la prochaine fois, on verra. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ce qui est la prémisse de base du jeu, à savoir aller à 5 points et puis après il y a une fin. Bah, en fait, les 5 points là, ils sont quasiment expédiés, dans les 20 premières minutes du film. Parce que justement le film veut aller plus loin que le jeu vidéo. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il arrive à faire, mais il le fait un peu trop. Dans le sens où le film fait 2h07, il me semble, un truc comme ça. 1h40, ça aurait été bien. C'est-à-dire la dernière étape,
avant vraiment la dernière partie, en fait, il y a un moment, sans trop vous en dire, où il doit retourner à un endroit où il était pour revenir, où il est au moment où il a cette discussion. Donc en fait, il doit refaire une boucle. Elle est très inutile. Je pense que scénaristiquement, on aurait pu trouver une pirouette pour qu'il n'ait pas à faire ça et pour ne pas rallonger inutilement cette chose et avoir la même fin. Et quand même avoir la même fin, parce que de toute façon, il doit partir de là où il est pour que quelqu'un vienne le chercher pendant ce temps, et il est censé voilà, être assez synchro pour revenir quand la personne est arrivée. Il peut juste, parce que ce film le fait bien, juste attendre que la personne arrive. Parce que dans ce film, il y a beaucoup de moments, évidemment, où tout ce qu'il fait, c'est naviguer. Mais c'est là où Markiplier, en tant que également monteur de son film, s'amuse au niveau de ses transitions. S'amuse à te montrer du coup voilà le personnage qui est concentré sur la navigation, ce sous-marin qui potentiellement va peut-être te péter à un moment, euh, s'amuse avec les bruits de ce qu'il y a à l'extérieur que tu ne vois pas, s'amuse à te montrer qu'il y a peut-être un fantôme, ou est-ce que c'est le personnage qui devient fou. Enfin bref, il arrive à jouer avec les moments de silence nécessaires. Par contre, il y a des moments qui n'étaient pas nécessaires dans le film. Ça reste un très bon film. J'espère que Markiplier réussira à, je sais pas, être diffusé sur Shadows ou quelque chose comme ça, ou Shutter. J'espère qu'il sortira un DVD et un Blu-ray. Parce que j'aimerais bien acheter l'un des deux. Donc, voilà, Iron Lung, c'était au cinéma, c'est parti aussi vite que c'est venu. Espérons qu'il revienne. Et pour finir, Marty Suprême de Josh Safdie. Josh Safdie est le Safdie qui a le plus de talent. Ce film nous le montre. Parce que bon, j'ai vu Marty Suprême, mais l'année dernière, j'ai vu The Smashing Machine avec Dwayne Johnson, réalisé par l'autre frère Safdie dont le nom m'échappe. Josh Safdie, je pense, était effectivement la tête un peu plus pensante du duo quand les frères Safdie faisaient des films ensemble. Parce que c'est lui qui a réussi à garder le même rythme, la même presque hargne, en tout cas la même urgence qu'il y a dans les films des frères Safdie quand ils faisaient des films ensemble. Et The Smashing Machine, c'est long, c'est très inintéressant, et surtout c'est quand même Dwayne Johnson qui joue un gentil, alors que non, le personnage ne devrait pas être Dwayne Johnsonifié. Mais on est là pour parler de Marty Supreme. Marty Supreme, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est l'histoire de Marty Mauser, joué par Timothée Chalamet, qui est un joueur de ping-pong professionnel, mais qui se fait absolument pas de thunes parce que c'est les années 50. Et dans les années 50, les joueurs de ping-pong professionnels ne faisaient pas de thunes. Par contre, ils doivent aller en Europe ou au Japon ou partout où c'est pas l'Amérique et où ça coûte une blinde de s'y rendre. Donc, pendant tout le film, on a notre Marty qui va faire combine sur combine, mauvais coup sur mauvais coup, pour gratter de la thune. Marty est donc un sale gros bâtard de merde. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que voilà, on va voir Marty donc tout le long, bah oui, faire même des sales coups à ses amis, faire même des sales coups à sa famille, à la femme qu'il aime. Enfin, pas que lui aime, hein, qui elle est amoureuse de lui. Lui, je suis pas sûr qu'il aime quelqu'un qui ne soit pas lui-même. Euh, Par beaucoup d'aspects, ça me rappelle Inside Llewyn Davis. Qui est où d'ailleurs? Ah oui, il est là. À croire que je l'ai mis là exprès. Par beaucoup d'aspects, ce film me rappelle Inside Llewyn Davis. Sauf que Inside Llewyn Davis, il passe à côté du succès tout le long. Et il a un chat. Là, Marty Suprême, il se met dans la merde pour au final réussir à avoir ce qu'il veut.
sans que ça lui apporte grand-chose et à un moment, il y a un chien. Alors je sais que vous avez peut-être l'impression que je vous ai raconté tout le film, heu, tellement pas. Parce que je vous ai pas dit ce qui se passait et je pense que oui, le plus grand intérêt de ce film-là, justement, c'est le voyage en soi. C'est le tout le voyage qui est ce galérien de Marty Suprême, enfin que ce galérien nous offre. C'est, c'est une expérience. Voilà, je sens que je vais dire beaucoup trop de clichés si je continue, mais Marty Suprême, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le voir au cinéma. Je suis pas sûr qu'il fasse le même effet sur un plus petit écran. Voilà, c'était le résumé de ce que j'ai vu en février. N'hésitez pas, à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un like, n'hésitez pas à me dire, les films que j'aurais dû aller voir ce mois-ci ou ceux que je dois aller voir, là maintenant, qu'on est le 25. Votre avis, est-ce qu'il y a des films intéressants qui sortent le 25? Moi, je pense que oui. Il faut que j'aille voir le documentaire avec George Orwell et je sais qu'il y a deux trois autres trucs, qui vont être intéressants, mais on en parlera le mois prochain.